Alors bonjour, en même temps que ce bonus, vous regardez un film italien qui s'appelle Le Masque de Cire. Ce film italien, c'est un film du genre fantastique. C'est un excellent film, un petit film de peur, d'horreur, d'angoisse, de frisson. Et en Italie, ce genre de cinéma, qui est un peu de la série B, on appelle ça un giallo. Un giallo qui est la couleur jaune, parce que ces bouquins qui écrivaient ce genre d'histoire étaient réunis dans des collections qui avaient une couverture jaune. On appelait ça un giallo. Bon, le giallo, c'est devenu le genre, plus d'ailleurs à l'extérieur de l'Italie qu'en Italie, donc vous allez voir un film du genre giallo. C'est un film qui mélange donc la peur, le frisson, l'angoisse, le sang, le meurtre, l'assassinat, les supplices, la torture, et aussi en même temps le sexe. Enfin le sexe, pas du sexe débridé, mais il y a des femmes nues qui passent, il y a des femmes déshabillées, donc tout ça, ça fait un genre tout à fait particulier qui s'appelle le giallo, qui n'a jamais très bien marché en France, mais qui a excellé en Italie. Et le pape de ce genre de cinéma en Italie, c'est Dario Argento, le pape absolu du cinéma de frisson en Italie, du cinéma fantastique, des envolées fantastiques, et donc c'est Dario Argento. L'oiseau au plumage de cristal, Inferno, on connaît tous les grands films de Dario Argento, qui est devenu absolument le maître du genre incontestable. Et ce Dario Argento avait des disciples. Alors il avait parmi les disciples de Dario Argento, il y avait un cinéaste italien qui s'appelle Lucio Fulci, qui était son disciple, qui était son assistant, et puis qui après a mis en scène des films. C'était la même école de cinéma, si j'ose dire. Donc tout ça pour dire que c'est un film, Le Masque de Cire, c'est un film qui a été conçu dans la veine du giallo par Dario Argento, qui en est le producteur et qui en est le scénariste. Et l'autre scénariste du film, c'est ce fameux Lucio Fulci, qui devait diriger le film. Lucio Fulci devait être le metteur en scène du film. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant le tournage, quelques grandes semaines avant le tournage, ce qui fait qu'il ne l'a pas réalisé, et on a pris Sergio Stivaletti, qui était le responsable des effets spéciaux, qui était un orfèvre dans son genre, pour faire des trucages avec du sang, avec, vous savez, un couteau dans la poitrine qui est sur l'autre côté, on arrache un cœur avec une pince ou quoi. Il était spécialiste de ce genre de trucage un peu morbide, sanguinolent. C'était donc ce Sergio Stivaletti. Quand est mort Lucio Fulci, qui avait écrit le scénario, on a demandé à Sergio Stivaletti d'être le réalisateur du film. Donc c'est un film produit par Argento, écrit par Lucio Fulci et réalisé par Stivaletti. C'est-à-dire le nec plus ultra, le mieux des mieux du cinéma giallo en Italie. Voilà. Donc le film s'est tourné à Cinecittà. Et je connais ce film et j'interviens parce que j'étais très ami dans ma vie. Le premier film que j'ai vu, c'est Angélique Marquise des Anges. Donc le premier acteur que j'ai aimé dans ma vie, c'est Robert Hossein. Et un beau jour, Robert Hossein me téléphone, on était très amis, et il me dit, Henri-Jean, je vais partir en Italie, tourner à Cinecittà, est-ce qu'on se vous voyait avec Hossein? Il m'a dit, est-ce que vous voulez venir avec moi, je vous emmène, vous viendrez voir mon tournage. Moi ça m'intéressait, un tournage de Dario Argento, et partir avec Hossein et sa femme, Candice Patou. Nous sommes donc partis pour l'Italie tous ensemble. Et donc j'ai vécu avec Robert Hossein et sa femme, le temps que ce film était mis en boîte. Donc on est parti à Rome ensemble, et alors on pensait que c'était mythique d'aller à Cinecittà. Moi j'avais visité Cinecittà avec Lolo Brigida déjà, et avec Vittorio Gassman. J'étais journaliste à Paris Match, donc j'ai fait des reportages pour Match avec eux. Et donc je me retrouve donc à Cinecittà, je reviens pour la 3e fois de ma vie avec Robert Hossein pour visiter Cinecittà, Robert Hossein qui y tourne. Alors là, c'est là que ça me plaît beaucoup, parce que Robert Hossein était un ami enchanteur, c'était mon ami favori, un garçon que je déliciais, un garçon que j'estimais plus que tout et qui était délicieux. Et donc, il tourne ce film. Il tourne donc le musée de Cire. Et dans le musée de Cire, Hossein joue un personnage un tout petit peu à part. Et je découvre un aspect de Cinecittà que je ne connaissais pas. C'était pas les grands plateaux, on avait tourné Cléopâtre ou les grands... C'était un espèce de Cinecittà de série B, où il y avait notamment, dans Cinecittà, il y avait le fameux musée, le cabinet des figures de cire, qui était l'extérieur du cabinet qui avait été reconstruit en maison, avec une petite grille, je me souviens, et puis il y avait les scènes d'intérieur du cabinet de figures de cire. Alors, vous savez ce que c'est qu'un tournage de film? C'était avec Robert qui était à la vedette, c'était amusant, c'est gentil. Au bout de 3-4 jours, on refait les plans, Bon, en plus, Dario Argento n'était pas là, Lucio Fulci n'était pas là,
Et il y avait le metteur en scène, Steve Aletti, qui était très préoccupé par l'idée de ne pas louper ces effets spéciaux. L'hémoglobine avec des grosses pinces qui rentraient dans les poitrines, qui arrachaient les cœurs. Enfin, c'était glauque, mais au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Dégoulinant, gore, c'était assez éprouvant. Mais ce qui était amusant, c'est que moi j'étais copain à Rome avec Elsa Martinelli et avec Virna Lisi. Et Elsa Martinelli et Virna Lisi elle était encore plus copine que moi. Robert était plus copain avec elle que je ne l'étais moi, puisqu'il avait tourné avec Elsa Martinelli 2 films, puisqu'il avait tourné avec Virna Lisi, il avait tourné aussi 2 films. Donc on se retrouvait à la Bolognaise et à Rome, on attendait Robert, qui sortant de Cinecittà le soir venait nous retrouver. Donc imaginez la belle tablée que ça faisait Piazza del Popolo, Elsa Martinelli, Virna Lisi, Candice Pato et Robert Hossein. Puis deux fois, il y a eu d'autres fois, je crois qu'il y a eu Léa Massari qui est passée une fois, où était dans le restaurant, nous a rejoint. Donc c'était des tablés magnifiques, on se racontait des histoires, et Robert avait tourné avec les 2 actrices qui étaient sublimes, l'une blonde, l'autre brune. Donc j'étais ébloui de regarder et de voir tout ça. Et ce qui est important donc dans le Masque de cire, tout le monde parlait avec Robert, tout le monde discutait, tout le monde des histoires, c'est que, en fait, c'était un aspect de la carrière de Robert Hossein qu'il ne faut pas méconnaître, c'est que Robert, on a l'image, les grands spectacles, donner son cœur, moi je l'ai vu dans la rue, donner son manteau à des clodos, je l'ai vu faire des choses. Moi j'idolâtre Robert Hossein qui était magnifique. Mais Robert Hossein, il y a un aspect de sa filmographie, il est une espèce de créature, satanique, cruelle et très très méchante. Il avait déjà un physique un peu cabossé de mec qui a fait un mauvais coup. Robert était le premier à dire, quand il parlait de lui, des fois je me regardais dans la glace, dans un film, je dis ma parole, on va comprendre que le mauvais coup, c'est moi qui l'ai fait. J'avais une tellement sale gueule de voyou qu'on comprenait que c'était moi qui faisais le mauvais coup dans le film. Mais Robert était un cœur d'ange, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et à l'époque, il venait de tourner, il venait de réaliser Les Misérables, sa version des Misérables. Il avait pris, je crois, 1 année ou 2 de repos, et donc se retrouvait à Rome avec sa femme, son copain Serva, et avec les 2 actrices sublimes et divines, Elsa et Martinelli et Virna Lisi. Et donc, ce qui est amusant de voir, c'est que Robert Hossein, le rôle qu'il joue là, il joue un rôle qui s'appelle Volkov, enfin un savant. Alors il a une allure, il a une barbichette, Robert, il a 60 ans quand il tourne le film, il a 70 ans quand il tourne le film, puisque Robert était né en 27 et que le film tourne de 1997. Robert, il a 70 ans quand il tourne le film, il a une espèce de petit collier de barbe, une allure bien propre, il fait un peu clerc de notaire, un peu, quoi. Alors il jouait beaucoup de ça, parce que Robert est un mec extrêmement intelligent et très ambigu, il jouait sur son physique de clerc de notaire, et en fait, dans le film, c'est un salaud, c'est un salopard, mais pas un salopard de première pression. Donc, j'en dirai pas plus pour pas. Et donc, toute la carrière de Hossein, quand on la connaît un peu, on voit que Banco à Bangkok, pour SS 117, il joue un savant qui veut foutre le monde en l'air. Dans Maldon, il joue un nazi qui est réfugié dans un grenier après la fin de la guerre, qui tente de survivre. Dans Marco Polo, la légende de Marco Polo, il joue le fils de l'empereur de Chine qui égorge des types et qui les décapite. Il y a dans la carrière de Robert Hossein une ombre de personnages maléfiques, de personnages méchants, de personnages cruels. Et là, il endossait ce rôle-là. Robert, qu'on imagine toujours magnifique, le metteur en scène de Lourdes, le metteur en scène de plein de trucs. Était un garçon qui avait une face sombre, une face cruelle, et le Masque de cire exploite et expose cet aspect de Robert Hossein, cet aspect de créature satanique, méchante, haineuse, de savant fou, un peu le vieux mythe du savant fou. Et Robert, il excelle dans ça. Alors dans le film, c'est pas la voix de Robert qu'on entend, c'est Robert qui parle. Quelqu'un d'autre parle pour lui, c'est pas sa voix. Vous savez, parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, mais en Italie, on n'enregistrait jamais en son direct. Il n'y avait pas une caméra comme vous, avec un micro, qui me prenait le son, pas du tout. En Italie, chacun parlait ce qu'il voulait. Il y avait des fois des productions, des péplums, une actrice yougoslave, un acteur américain, une actrice grecque. Chacun parlait sa langue. Et puis après, on réenregistrait les dialogues en studio. Donc ce n'est pas la voix de Robert qui parle, c'est il est doublé en italien. Et puis le film était sous-titré, moi quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, sous-titré en anglais. Et donc le personnage est omniprésent parce que c'est le personnage, pas présent tout le temps, mais c'est lui qui régit l'action. C'est lui qui commet les sales coups, c'est lui qui fait tout un tas de trucs. Enfin, je peux pas
je ne veux pas raconter parce que je ne veux pas vous raconter le film. Mais le film, alors, ce qui est beau à voir, c'est que le film, il est extrêmement, ce qu'on appelle, c'est un film de petit maître, un peu un film d'orfèvre, un film très calligraphié, couleurs magnifiques, mouvements de caméra, les plans, les décors, les éclairages. C'est un genre, donc un petit genre, le giallo, et c'est un film d'orfèvre dans ce genre-là, parce que c'est soigné, c'est ripolliné, c'est astiqué, tous les missons, tous les gouttes d'or sont où elles doivent être, les rideaux de pourpre au rouge sont où il faut qu'elles soient. Tout, c'est extraordinairement fait, c'est très, 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 très maîtrisé. C'est un petit film de série B, mais excellent. Il y a une surprise, il y a des trouvailles de mise en scène qui sont extraordinaires. Au début, vous savez, il y a une espèce de grosse passe qui va arracher les cœurs à l'intérieur des poitrines. On se dit, mon Dieu, que ça fait. Moi, la scène, j'ai assisté à la scène, c'était quelque chose d'un peu. En temps normal, ça fait tourner le cœur, on vacille, on s'évanouit. Mais là, non, pas du tout. C'était fait de façon artisanale, mais le rendu à l'écran était très bien. Couleur, la musique, tout était. C'est un film qui est soigné. C'est pas du tout un film bâclé, fait à la va-vite, mal torché, n'importe quoi. Tout est soigné, ripolliné, astiqué, l'effet musical tombe où il doit tomber, la caméra s'arrête. C'est extraordinairement bien fait. Donc c'est un film, vous allez découvrir ce petit bijou, c'est un petit bijou. Alors, il y a Robert donc, qui domine la distribution, je vous l'ai dit. Tous les acteurs du film sont totalement inconnus, et je me souviens, on riait quand on dînait ensemble à la Piazza del Popolo, parce que Elsa et Virna pestaient, parce qu'elle lui dit, pourquoi t'as pas eu un rôle pour nous? À l'époque, elle savait... Elle ne savait pas quand on lui avait proposé le scénario. Il y a eu des rôles qu'elle aurait pu jouer, des rôles de dames. Puis à l'époque, elles étaient jeunes, belles et ravissantes, je veux dire ou quoi. Donc elles pestaient un peu parce qu'elles auraient aimé être dans le film, elles auraient été parfaitement bien. Donc la distribution n'est que des gens totalement inconnus. Toute la distribution est dominée par Robert Hossein, qui est évidemment en tête de générique et qui est vraiment la star absolue, et qui exploite, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, le personnage du savant fou, du cinglé qui veut tout détruire, qui veut tout tuer, qui n'a plus aucune mesure et qui commet forfait sur forfait. Ça, c'est un genre. Alors, ce genre de film, c'est un film un peu un film dinosaure parce qu'il raconte les plus beaux films de la série de ce genre-là étaient sortis depuis quelques années, depuis au moins 15 ou 20 ans. Ce film arrive un peu en fin de parcours, en fin de course, mais il n'est pas du tout exempt comme film. Ce film, il a une vitalité, il a une énergie, il a une force, Et donc le film, c'est un vrai régal, vous savez. C'est du plaisir de pervers, si j'ose dire. C'est du plaisir de pervers de voir cette histoire qui n'est pas une histoire angélique, qui n'est pas une histoire qui va vous apprendre des choses formidables, mais ça va vous distraire de façon habilement autour des peurs ancestrales. Qu'est-ce que c'est les peurs ancestrales de l'autre? Les peurs de la mort, les peurs du sang, la peur des mauvais coups, des coups de couteau, tout cet appareillage de grand guignol, quoi, qui est revisité, qui est mis au goût du jour. Bon, le film, on est en 2026, le film, il a 29 ans, pratiquement, il a 29 ans, et à l'époque, ça avait été une petite modernité, cette histoire-là. Et une petite modernité, et la résurgence d'un genre qui était en train, croyait-on, de disparaître, mais qui a réapparu là, de façon magnifique et formidable. Alors, on peut saluer le travail, parce que c'est beau, c'est de la belle œuvre, on dit, de la belle œuvre, de la belle ouvrage. C'est du travail d'orfèvre. C'est ciselé de façon extraordinaire, et on se régale, et c'est une très bonne idée de le sortir, de le ressortir, de le regarder, de le re-regarder en DVD, et d'admirer Hossein avec ses poils au menton. Je crois que c'est la seule fois, il a une espèce de barbe de pilosité comme ça sur la figure. C'est regrette qu'il n'y a pas sa voix, parce que Hossein, il a une voix caverneuse comme ça, une voix rauque, une voix grave et tout. Ils auraient dû faire doubler Hossein par lui-même. Le personnage qui est inquiétant aurait été encore plus inquiétant avec la belle voix grave de Robert, qui a toujours l'air d'avoir assassiné père, mère et grand-mère. Mais bon, c'est un regret qu'on peut avoir. Mais c'est un film épatant et vous vous êtes régalé en le revoyant.